Entre chien et chat, l'émission Animée par Doc Veto. Ça va bien, Doc? Ouf. Ouf. Voilà, nouvelle émission. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à notre invité, au docteur Jacques-Michel Lacroix. Bonjour. Bonjour Lionel et bonjour Jean-Hubert et bonjour tout le monde. Jean-Hubert, d'accord. Oui. Et c'est qui Jean-Hubert? C'est mon vous prénom. C'est votre prénom? Ah oui. C'est Jean-Hubert. Dans l'intimité, on vous appelle Mickey, Doc Veto. C'est autre chose. C'est encore C'est- c'est une autre vie alors. C'est Jean-Hubert Vous avez- Doc Veto de Coutras. Vous avez plusieurs vies. Plusieurs vies. Ouais, c'est d'accord, j'ai compris. Alors, nouvelle émission, nous allons encore parler des zoonoses, Exact. comme nous avions parlé dans des émissions précédentes, et nous allons commencer par les teignes. Oui, alors les C'est teignes, ça oui. Ah, bon, mais il me regarde avec des yeux. Non, non, Est-ce que j'ai fait une boulette? tu me regardes et tu me traites de teigne. Donc, Ah c'est non, pas- non, Non, la teigne, j'ai dit les teignes. les teignes. Il y en a. Une mauvaise teigne, non, c'est pas, Bon. pas qu'on soit méchant. Alors, les teignes, ça s'adresse à pour quels animaux? Alors, ça s'adresse globalement à tous les animaux. On appelle ça, chez les chiens, chats, on appelle ça plutôt des mycoses que des teignes. Ah, il y a, oui. Ah oui, il y a c'est les, pas il y a mal. les chevaux, les vaches, etc. Mais là, on va s'intéresser aux mycoses du chien et du chat, qu'on retrouve aussi chez l'humain. Et je vais passer la parole au docteur. Ouais. Et hop, Il qui va en nous touche très parler des- rapidement. De suite, en début d'émission, allez hop. Top, Ben oui. je tape en touche. D'accord. Oui, voilà. Les teignes, ce sont effectivement des champignons, sont des dermatophytes. Comme Exact. champignons. Ce qui infecte chez l'homme, il y a plusieurs dermatophytoses, et ça infecte surtout la peau et les ongles, selon l'endroit où se développent ces champignons-là. Alors, la transmission s'effectue de façon interhumaine ou alors de l'animal à l'homme. Et ces micro-organismes peuvent persister indéfiniment et la plupart des gens, quelquefois, ne développent pas de manifestations cliniques. Et c'est qu'à l'occasion d'une baisse d'état général ou autre qu'ils se mettent à manifester des symptômes. Alors, il y a plusieurs sortes de dermatophytose. Là, il y a une qu'on appelle le psychosis trichophytique. C'est une infection à dermatophyte, donc à champignons, qui vient qui se localise au menton. Donc les gens qui ont de la barbe là, ils ont une zone dépeuplée de barbe. Et puis celle qu'on connaît le plus, celle dont on parle, c'est la teigne des cheveux. Voilà. Ah, ben, Des cheveux. Pardon, c'est vrai que nous sommes filmés, en plus, je ne me rappelais plus. Donc, après, je vais laisser la parole aux vétérinaires qui en sait plus que moi là-dessus. Mais simplement pour dire que c'est une infection donc du cuir chevelu, due à un dermatophyte, et ça atteint essentiellement, souvent, les enfants. C'est contagieux, ça peut être épidémique. Je voulais poser la question. Voilà, le champignon s'appelle Trichophyton tonsurans, c'est joli. À ne pas confondre avec les cèpes ou les girolles, c'est pas du tout la même chose. C'est un peu raté pour l'instant. La teigne des cheveux entraîne l'apparition progressive de plaques rondes qui sont assez typiques. C'est des plaques rondes sur lesquelles il n'y a plus de cheveux et qui se développent en agrandissant le cercle, comme toutes les affections à dermatophytes d'ailleurs sur la peau. Ça se développe comme ça. Et donc ça, c'est contagieux. Hein. C'est contagieux. C'est contagieux d'homme à homme et c'est contagieux du chat. Alors très souvent, c'est le chat qui est incriminé chez l'animal. Il y en a aussi chez le chien, mais surtout les chats. Alors les chats persans peuvent être porteurs sains. C'est-à-dire que c'est avec leurs grands poils, là, ils ont ces champignons. Et c'est là où ça nous pose problème, c'est que très souvent, moi, dans ma consultation, l'enfant, alors c'est souvent femme et enfant d'abord, hein, l'homme est plus résistant. Et donc, je voyais des gens arriver avec un chat et on disait « Ah, mon enfant où j'ai un herpès circiné » et le docteur m'a dit que c'était le chat, il faut tuer le chat.
Il venait me voir. J'ai dit, attendez, avant de tuer le chat, on va déjà faire des examens sur l'animal pour voir s'il est positif. Alors, des fois, on trouve des lésions chez le chat, mais très souvent, il n'y a pas de lésions. Alors, on peut, dans certains cas, les champignons sont fluorescents à la lampe de Wood. Donc, dans ce cas-là, c'est simple, on passe le chat dans une chambre noire, on regarde avec cette lampe, et les spores de champignons sont fluorescentes. Donc là, on a un diagnostic qui est sûr. Donc on peut dire aux gens, oui, votre chat est positif, mais c'est pas pour ça qu'on va C'est pour ça, j'en connais, des fois, ils éclairent dans la nuit, alors que c'est le noir total. Non. Donc là, on peut faire le diagnostic de cette façon. Ensuite, la deuxième façon, c'est s'il y a des lésions ou s'il n'y a pas de lésions, on peut faire ce qu'on appelle des moquettes. On prend des petits morceaux de moquettes stériles, on frotte ça sur l'animal, là où il y a des lésions, sous tous les poils, et on renvoie ça en culture. Mais il faut des fois 3 semaines pour que la culture soit positive. Et à ce moment-là, s'il revient positif, on peut soigner l'animal par voie externe, par voie interne. Et aussi, il faut nettoyer l'environnement parce que les spores peuvent rester un temps infini dans le... non, c'est pas compliqué. Très rassurant. Non, c'est compliqué. Tout ce que vous êtes en train de nous dire. Très, très compliqué. Et c'est souvent... alors, chez l'animal, c'est un gros problème dans les chatteries. Soit des chatteries de SPA, parce qu'il y a des animaux qui viennent de partout, et notamment des animaux qui sont fragiles. Parce que souvent des chatons, des animaux fragiles qui développent ça, comme chez l'enfant. Et donc là, ça pose de gros problèmes. Et j'ai encore eu un cas récent, là, une personne de ma famille qui m'a téléphoné il y a 15 jours. Elle a acheté un chat persan, et il s'avère que le gamin, il a attrapé la teigne, et que alors là, c'est un peu compliqué à gérer. Alors, ce qu'on peut ajouter, chez l'homme, sur ça, il y a une absence de cheveux sur une zone circulaire, mais les cheveux ne tombent pas. En fait, ils se cassent au ras du crâne. Du crâne, au ras du voilà. Et quelquefois, ça peut entraîner des masses inflammatoires, des croûtes, des choses comme ça. Surinfecté. Ça peut se surinfecter, oui. Enfin, c'est un problème qu'on avait avec la médecine, parce qu'on n'avait pas la même optique par rapport à l'animal. Et je ne sais pas comment ça chez l'animal, comment ça se traite. Exactement comme chez l'humain, ouais. La griséophiline. Des bains d'imavéral. Et puis, il y a d'autres antimycosiques plus récents. Mais enfin, c'est long et difficile. Oui, c'est ça. Avec la griséophiline, il faut traiter pendant au moins 4 semaines. Ouais, c'est ça. C'est surtout rapide. après traiter le milieu. Alors, on utilisait des bombes, des fumigènes là, pour... Alors moi, j'aimerais qu'on se résume pour ceux et celles qui nous écoutent, parce que moi, je suis un peu le candide dans cette émission. Oui. Et donc, on leur redit comment découvrir ça sur son animal et sur soi-même ou quelqu'un d'autre. Quels sont les signes, les symptômes ? Prenez garde et allez voir votre vétérinaire si vous voyez ça ou ça ou ça ou ça. Alors chez le chat, c'est sous la forme de dépilation aussi, mais c'est surtout assez... Quand il y a des lésions visibles, c'est surtout assez croûteux et prurigineux, ça gratte beaucoup, et c'est assez souvent au niveau de la face. Mais c'est relativement rare quand même, et souvent des chatons, des chatons ou des animaux qui sont affaiblis. D'accord. Et sur l'animal ? Mais ça, c'est sur l'animal. Ah, non, je croyais que c'était sur l'humain que vous disiez. Non. Ah oui, d'accord. Bon, alors ça, c'est sur l'animal. J'ai dit le chat. Ah oui, non, mais bon, vous savez, à cette heure-ci, moi, je suis debout depuis 4h du matin. Il y en a qui doutent. J'avais envie de va te coucher. Et l'humain, alors, donc ? L'humain, il faut demander. Chez l'homme, c'est une plaque qui s'agrandit comme une pièce de monnaie et qui s'agrandit au fil des jours de zones sans pilosité. D'accord. Voilà. Parce que et c'est comme ça souvent qu'on
qu'on fait le diagnostic et qu'on va s'intéresser au chat. Parce qu'au départ, le chat, on ne s'en rend pas forcément compte. Oui, oui. Et puis bon, il peut y avoir des contaminations interhumaines sans que le chat il soit pour quelque chose, bien sûr. Assez souvent d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'homme et chez l'animal, ça se traite. D'accord, oui, ça c'est le plus Sinon, important. bon, on peut abattre l'enfant, c'est sûr, comme ça le chat est tranquille. Oui. Mais, Oui, c'est une sage précaution. Et dites donc, je vois à qui j'ai affaire. Je vais peut-être me retirer doucement, sans rien dire. Allez, on va écouter un petit peu de musique grâce à notre ami Lucas qui est à la technique et, je vous le rappelle, notre ami Gérard Pommier qui est à la vidéo aujourd'hui. À tout de suite. TLC Média, la web radio de Coutras. Voilà, je vous rappelle que nous sommes dans l'émission Entre chiens et chats, avec comme invité le docteur Jacques-Michel Lacroix, qui est à nos côtés, et tout ça piloté par Doc Veto. Nous avons parlé des teignes, et maintenant nous allons changer de sujet avec la larva migrant. Les larvas. Les larvas migrants. Oui, c'est un terme générique, oui. C'est un terme générique. Les larvas migrants. Alors, tout le monde connaît les ascaris chez le chien et chez le chat. C'est des vers ronds qui sont courants, notamment sur les jeunes chiots. Oui. Ils émettent des œufs dans le milieu naturel. Et l'enfant qui est sensible, l'enfant peut, en caressant le chien ou en jouant dans du sable, etc., attraper de ces œufs, et ces œufs vont se développer chez l'enfant. Si on fait des recherches d'anticorps anti-ascaris chez nous, on va certainement avoir des anticorps, mais nous, on a une immunité qui est forte, donc on ne développe pas de maladie. Chez l'enfant, les larves vont se développer, mais son immunité travaille un petit peu aussi, donc ça ne va pas donner une larve adulte, elle va migrer et finir par s'arrêter. Donc, d'où le nom de larva migrans. Et ces larves qui migrent vont s'arrêter un petit peu n'importe où dans l'organisme. Les 3/4 ou 90% vont s'arrêter dans les muscles, on ne verra rien, mais ça peut évoluer dans le fond de l'œil. Donc, ça donne un nodule du fond de l'œil et l'enfant peut perdre un œil, ou perdre la vue sur un œil. Ça peut migrer dans l'intestin et donner des signes de péritonite. Ça peut migrer et donner des malassimilations. On parle aussi de troubles psychologiques liés au développement chez l'enfant. Bon, mais notre ami docteur va nous dire ce qu'il en connaît, s'il a eu des cas de ce type-là. Quelquefois, c'est quand même relativement rare. Voilà, c'est très rare, mais il y a des normes à suivre pour éviter que ça arrive. L'ascaris, c'est un ver, comme tu as dit, qui fait une dizaine de centimètres de long, sur 5 mm de diamètre à peu près, qui est pointu au debout. Ça n'a rien à voir avec les oxyures chez l'enfant. Les oxyures, c'est les petits vers blancs qu'on trouve à la margelle de l'anus, qui lui donnent des démangeaisons. Ça n'a rien à voir. L'ascaris, c'est un gros ver. D'où l'expression qu'on entendait autrefois d'un enfant très turbulent. Il a les vers. Ouais, ça donne un pruritanal, enfin les oxyures en tout cas, oui, qui peut entraîner peut-être une excitation chez le gamin. Mais là, les oxyures restent, elles, parfaitement dans le tube digestif, tandis que les ascaris se développent dans la muqueuse de l'intestin, les œufs, et ensuite ça migre dans tout le corps, comme tu as dit, et particulièrement aussi dans les poumons. Ce qui fait que arrivent dans les poumons, les larves, le gosse tousse un peu, on pense à une rhinopharyngite, donc il tousse, il sécrète du mucus dans lequel il y a des larves, qui reavalent, et il se réinfeste comme ça en permanence. Alors, devant des rhinopharyngites ou des toux qui durent, il faut y penser. Ça vient pas spontanément à l'esprit du médecin. Il faut y penser. Dans ce cas, le traitement, c'est le traiter pour les vers, quoi. Et puis voilà. Alors après, il y a des localisations beaucoup plus embêtantes, comme tu dis, dans l'œil ou des choses comme ça. Et il faut dire que ce phénomène larva migrans, ça peut être dû à d'autres parasites, comme les bilharzios, des choses comme ça.
Et on fait le diagnostic chez l'homme par la recherche au microscope des œufs dans les selles. Voilà. Et puis à la prise de sang, ou une éosinophilie, comme toutes les parasitoses. Mais là, je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a l'ascaris de l'enfant, qui est l'ascaris d'origine humaine. Et là, dont je parle, c'est l'ascaris du chien ou du chat, qui n'évolue pas, mais va donner un cul-de-sac, mais avec des symptômes, de maladie, quoi. Alors là, je connais moins. Je connais plus l'ascaris. L'ascaris. Là, c'est celui qu'on élève chez soi. Voilà. Donc là, il n'évolue pas, mais il évolue en partie et il crée les problèmes. Alors, pour solutionner ça, les bacs à sable sont interdits aux animaux. Hein. Quand vous allez vous promener dans un parc, le chien n'a pas le droit d'aller. Et normalement, ces bacs à sable, ils ne peuvent pas être interdits aux chats, vu que les chats qui errent tout le temps. Donc très souvent, on préconise de les fermer. Le bac à sable doit être fermé et pas être ouvert pour les chiens et les chats. Inaccessible aux animaux. Et deuxième chose qui me paraît importante, c'est que quand on habite à côté d'un terrain vague où les animaux vont faire le besoin, il serait quand même simple de ramasser les besoins et de ne pas les laisser, parce que ça disparaît dans le sol, mais le gamin qui va jouer dans la terre, etc., va s'infester. Donc prenez votre petite poche à caca quand vous promenez votre chien, c'est une bonne protection. Bon. Nous avons fait déjà le tour? Non. Oui, de Larva migrans, oui. D'accord. On va repartir en musique, alors. Oui. Allez, Lucas, un petit peu d'effort. Nous sommes en début de semaine, je sais, mais... Enfin, quoique non, ça va être diffusé. On va vous le dire, c'est une émission enregistrée. Mais on l'a enregistrée un mardi et c'est diffusé le jeudi. N'oubliez pas cette émission, hein, c'est 18-19, entre chien et chat, tous les jeudis. CLC Média, votre web radio partout en France. Allez, une autre partie de cette émission entre chien et chat avec le docteur Jacques-Michel Lacroix et Doc Veto, qui est à mes côtés. Nous allons parler du dernier sujet, de la toxoplasmose. Oui, toxoplasmose, oui. Alors, on dira deux mots aussi d'une autre maladie qui est un petit peu proche, parce que ce sont des protozoaires, donc ce sont des petits organismes. Donc c'est pour ça que je les ai mis ensemble, un petit peu des... Alors ça n'a rien à voir, mais l'origine est un petit peu voisine. D'accord. Alors, la toxoplasmose, je vais laisser la parole à... qui va nous dire un petit peu les symptômes et la maladie chez l'humain, et moi je reparlerai des problèmes de toxoplasmose et du chat. Alors, chez l'humain, la toxoplasmose, la plupart du temps, on s'en rend pas compte, on chope le toxoplasma gondii. Et puis voilà, quoi, on fait pas de symptômes particuliers. Bien que dans une étude qui avait été faite aux États-Unis, on trouvait que 20 à 40% des gens avaient été infectés par le toxoplasme. Bon, donc c'est très fréquent. La plupart du temps, il n'y a aucun symptôme. Et quand il y en a, ça s'apparente à une mononucléose, c'est-à-dire une sorte d'angine qui n'est pas vraiment une angine, mais qui est plutôt une lymphadénopathie. Bon. Et là où ça devient grave, c'est chez les gens immunodéprimés, comme par exemple ceux qui ont le sida, qui peuvent facilement développer, chez qui le toxoplasme peut se développer facilement. Ça peut donner des atteintes de tous ordres, que ce soit pulmonaires, digestifs, musculaires, et le plus redouté, c'est la méningoencéphalite à toxoplasme. Mais c'est chez les gens très immunodéprimés, chez les gens qui ont un état de santé normal, habituel, je veux dire, ils ne font pas de symptômes. Le danger de la toxoplasmose, donc, c'est pas une maladie particulièrement importante dans la population. Le danger, c'est chez la femme enceinte. Chez la femme enceinte, parce que à ce moment-là, ça donne des malformations fœtales
et l'enfant naît avec des malformations chez les femmes qui contractent la toxoplasmose pendant leur grossesse. Alors, comment le savoir? On fait des dépistages au besoin par prise de sang. Et c'est comme ça qu'on le sait. Est-ce que le dépistage est systématique? Non. Attends. Si. Oui, ça me semble. Ça me semblait aussi. Alors, Oui, moi, dans mon travail, les assistantes enceintes, systématiques, il y avait une recherche qui était demandée de toxoplasmose. Oui, on demande à Toxo et le BV, on demandait à l'époque. Oui. Donc, c'est lié à une infection aiguë qui se produit pendant la grossesse, et ça peut donner aussi des avortements spontanés. Et puis sinon, beaucoup d'enfants naissent avec des infections légères, mais il y a un risque d'atteinte cérébrale, de retard mental, d'atteinte oculaire. Enfin, c'est quelque chose de très grave chez la femme enceinte, alors que c'est une maladie absolument bénigne chez l'adulte. C'est le chien et le chat qui transmettent? Alors, on va en parler. Moi, ça existe chez l'animal. J'ai jamais fait de diagnostic de toxoplasmose, que ce soit sur un chien ou sur un chat. Ah. Alors, si on fait des recherches poussées, peut-être qu'il y a des cas. Le problème qu'il y a, c'est que on sait que le chat est réservoir. Dans son intestin, il garde des toxoplasmes et il va les mettre dans la nature. Alors, la toxoplasmose, il y en a beaucoup dans la nature, et c'est en mangeant de la viande crue ou en mangeant des légumes mal lavés qu'on va attraper la toxoplasmose. Voilà. Donc c'est le risque principal. Mais le chat a toujours, un petit peu comme dans l'histoire de la teigne, c'est le mauvais oiseau, là. Et donc, un chat, il y a un chat, donc il peut être porteur de toxoplasmose, donc la femme enceinte ne doit pas approcher du chat. Alors, il est certain que s'il y a une femme enceinte qui a une séronégativité, elle ne va pas tripoter les crottes du chat et elle laisse ça à son mari, ou elle prend des gants. Donc, il faut prendre quelques précautions. Le problème, c'est que moi, j'ai eu des assistantes qui travaillaient chez moi depuis 20 ans, en manipulant des chats tous les jours. Elles étaient encore négatives à la sérologie. Et on m'a demandé, quand elles étaient enceintes, on m'a demandé qu'elles ne touchent pas un chat. Donc je me suis retrouvé avec des assistantes qui ne pouvaient plus travailler et qui a été mis en arrêt maladie à cause de... Alors ça, c'était il y a 10 ans, alors qu'il y a 20 ou 30 ans... on ne faisait pas attention à tout ça. Si la personne avait travaillé depuis 10 ans, qu'elle était séronégative, c'est qu'elle n'avait pas... Elle avait certainement été en contact avec des toxoplasmoses, et puis... voilà. Pourquoi d'un seul coup, parce qu'elle était enceinte, d'un seul coup, ça allait lui sauter dessus, quoi. J'ai trouvé ça un peu... Mais bon, ils m'ont fait arrêter, mettre les gens... Alors qu'avant, non. Bon, c'est sûr, en étant séronégatif, il fallait prendre des précautions, mais bon, ça ne saute pas comme ça sur les Surtout gens. Que les œufs de toxoplasme sont dans le tube digestif du chat, et se déposent dans les selles du chat. Ça, mais pas sur les poils. Donc il n'y a pas de truc. Et le principal mode de contamination chez les humains, c'est la viande. Oui, c'est pour ça que les viandes de porc, d'agneau, chez les femmes enceintes, il faut qu'elles mangent très cuites. Très cuites. Et puis les salades ou des trucs comme ça qu'il faut bien laver pour le risque. Mais bon, j'ai trouvé que de plus en plus, ça devenait problématique. Alors que, sur des gens qui travaillent depuis 20 ans avec les chats, ils étaient quand même séronégatifs. Je pense qu'ils ne voulaient pas, ils pouvaient pas changer. Tant que j'ai la parole, on vous l'avez tout le temps, tout à l'heure, quand on parlait des ascaris du chien et du chat, la façon de se protéger donc des larves migrants, ce qui est évident, c'est que quand vous avez des enfants petits, il faut penser à vermifuger les chiens régulièrement, surtout s'ils sont jeunes. Donc moi, j'avais pour principe de vermifuger les enfants et le chien, systématiquement, pour éviter ces problèmes-là. Voilà. On avait oublié de le dire, donc je fais un petit rappel sur la fois d'avant.
Un peu d'humour? Non, parce que j'en connais qui se vermifugent le soir à l'apéro. Avec des gouttes d'ail? Mais peut-être. Je sais pas, bon. Je n'ai pas suivi l'humour de Lionel. Oh, tant pis, Bon, allez, hop, oh, j'en fais plus, c'est terminé. J'arrête tout. Bon, alors, après, vous vouliez parler des leishmanioses, c'est ça? Oui, deux mots sur la leishmaniose. 2 mots, ah bah alors, Deux c'est mots, court. oui. Ah, donc, vu que c'est aussi un protozoaire. Là, c'est une maladie qui est transmise à l'homme par un moustique. Ah, ça m'intéresse. L'animal est atteint de cette maladie. Le moustique pique l'animal et il vient piquer contaminer l'homme. Le moustique-là est très particulier parce que c'est un moustique qu'on n'a pas chez nous ici. C'est un phlébotome. C'est un moustique qui vit dans le sud-est de la France, à une certaine altitude, dans les 800 mètres. Et il y en a beaucoup vers Alès, etc., la Côte d'Azur. Mais avec le réchauffement climatique, on en a trouvé jusque sur le bassin d'Arcachon maintenant. Ça remonte comme on voit des tigres. Des tigres vers chez nous, etc. Ouais, moi, j'en ai chez moi. Alors, c'est une... Est-ce dangereux, le moustique? On peut ouvrir une petite parenthèse, on a encore quelques minutes. Le moustique tigre. Oui, moi j'en vois... Le seul danger, c'est pas la piqûre de moustique en soi. Enfin, si, c'est que le tigre peut transmettre le chikungunya et la... Chika. Et l'autre maladie qu'on observe aux Antilles. Oui, mais on n'a pas de cas ici en France. Ah, si. Ça a commencé autour des aéroports par où il est arrivé. Bien. Si, ça peut transmettre. Cette année, je vois une recrudescence. La dingue. Une recrudescence du moustique. Ah oui, il y en a partout. Ah non, alors cette année, il y a beaucoup de moustiques, oui. Mais le moustique tigre que je n'avais jamais vu, et là, il y en a. Il est plus petit, il est tigré. Oui. Et il peut transmettre la dengue et le chikungunya, qui sont des maladies. La dengue, c'est plus embêtant que le chikungunya. Chikungunya chez femmes enceintes, je crois que c'est un peu embêtant. Enfin, je ne connais pas trop bien ces deux maladies. Ce sont des maladies pseudo-grippales, mais qui foutent à plat, quoi. Compte tenu de ça, on appelle ça des maladies d'avenir, vu que le moustique, qui est arrivé dans le sud-est, en 10 ans, il a envahi les 3/4 de la France. Je voulais aussi, tant que je suis avec vous, c'était pas prévu, Doc Veto, vous n'allez pas m'en vouloir. Et alors, on parle recrudescence des moustiques cette année, puisqu'on a eu des années, beaucoup de pluie pendant. Et on a une recrudescence aussi des punaises. Ah oui, ça, il y en a partout. Alors, on n'en parle pas? Non, parce qu'elles ne transmettent pas de vecteurs trop de maladies. C'est très, oui, c'est vrai, je l'ai lu ça. Mais c'est très désagréable. Invasion de punaises. Invasion, moi je dis, j'ai pas peur des mots. Alors, chez moi, c'est une invasion. Oui, mais il y en a partout, oui. Il y en a partout. Jamais j'avais vu ça. Et ça peut donner des piqûres et des réactions allergiques. Ah, on m'a dit que... Alors, je crois qu'il y a 2 sortes de punaises, je crois. La punaise des lits, la punaise... oui. Mais je connais pas bien la différence entre les deux. Je pense que... Enfin, je m'y connais pas trop non plus, mais... C'était pas dangereux pour l'homme. La punaise des lits, je pense que ça n'a rien à voir avec les punaises qui volent, etc. C'est un parasite qui vit dans les sommiers, et c'est une maladie qui est émergente. Il y a des endroits, c'est extraordinaire. Hein. Aux États-Unis, ils ont été obligés de fermer des centres de vacances parce que c'est envahi. Et en région parisienne, il y a des immeubles qui sont envahis par ça, c'est catastrophique. Alors, est-ce que vous avez, Doc Veto, une astuce pour se débarrasser de ces punaises? Les punaises de lit, oui, mais les punaises, non. Non? Les punaises de lit, c'est très difficile. Non, je vous parle des punaises, vous non. avez compris, celles qui... parce qu'il y a une forme de punaise qui arrive d'Asie, là, je crois bien, hein, et celles-ci, c'est celles-ci qui sont envahissantes. Oui, une petite pancarte en indiquant la sortie, comme ça. Non, mais c'est bon. Alors moi, je vous le dis, j'ai essayé avec le barrage aux insectes et ça fonctionne un peu. Qu'est-ce que c'est que ce barrage? C'est un produit que vous diffusez là partout et j'en ai beaucoup moins sur les murs à l'extérieur, beaucoup moins. Bon, maintenant, voilà, je vous livre tel quel parce que je l'avais lu aussi. Hein. Donc j'ai dit, je vais faire l'expérience. Parce que l'insecticide classique, ça ne fait pas grand-chose. Hein. Franchement, et moi, quand je vous dis ça,
je sais pas, moi, le matin, sur le mur, j'en ai 30, 40. Sur ma terrasse, là. Ah oui, c'est une... Oui, elles sont presque zébrées, me dit Gérard. Enfin, pas zébrées, mais sur les pourtours, là, il y a des points blancs. Ah non, elles sont pas vertes. Hein. Non, elles sont marrons. Il y en a des vertes, oui, mais oui, c'est vrai, cette année, je vois que c'est relativement grise. Ouais. Et elles sont en train de se trouver des coins pour l'hiver. Là. Oui, c'est ça. Moi, j'en avais plein mes gants de moto. Voilà, oui. C'est agréable. Ah oui. Surtout dans les gants. Oui. Mais non, alors, soi-disant qu'elles rentrent, elles ne pondent pas à l'intérieur, et au printemps, elles cherchent à sortir, et c'est là qu'elles vont se reproduire. Ah bon. Voilà. Je vous le livre tel que je l'ai lu. Je pense que c'était une source fiable, hein, mais voilà, elles cherchent à se mettre, ce que nous disait Dr Jacques Lacroix, elles se mettent au chaud pendant l'hiver, et basta. On les voit sur les murs, pourquoi ? Parce que surtout en ce moment, on a du soleil. Le mur prend de la chaleur, et elles sont bien, là. Hein, parce que le matin, le froid les tue. Hein. J'en retrouve aussi. Mais franchement, ça fait 36 ou 37 ans que j'habite à la campagne. Jamais j'avais vu une recrudescence aussi importante de punaises. Eh bien, punaise. Si, alors après... Oui, l'odeur, oui, ça, bon, bien sûr. Et ça, il faut y faire attention. Après, ce qui marche, c'est les appareils avec les tubes fluo, là. Et là, quand elles se prennent là-dedans, mais elles sont attirées par ça. Hein. Moi, j'en ai un, personnellement. Tous les jours, j'en ai une dizaine de prises là-dedans. Voilà. Bon, je n'ai pas ce problème dans mon jardin. Vous habitez peut-être pas en France, oui. Non, on en a beaucoup. Les Coutrillons vont être contents. Mais je sais pas, moi. Bon, Lucas... On vient de très loin pour faire l'émission. Quelques-unes. Voilà. Gérard, quelques-unes. Moi aussi, bon. Je sais bien ce que je dis. Très peu. Mais Doc Veto, bon, allez. Alors, vous vouliez parler de quoi d'autre ? Qu'on va se quitter. On était dans la leishmaniose. Alors, c'est une maladie chez le chien qui donne des problèmes cutanés. Ça donne des squames amiantassés, dit-on. Les ongles qui grandissent. L'aspect du chien, c'est un aspect de vieux chien. Sur des problèmes cutanés. Ensuite, ça donne des problèmes rénaux importants. Et c'est une maladie chronique qui évolue assez facilement vers, si on ne fait pas le diagnostic, vers la mort du chien. Et c'est une maladie qui ne se guérit pas. C'est-à-dire qu'il y a des traitements, on blanchit, ce qu'on appelle blanchir l'animal, mais on n'arrive pas à le guérir. Alors j'ai eu dernièrement une consoeur qui est spécialisée en dermato qui m'a dit qu'avec le traitement du chien en continu, le chien ne pouvait pas être... retransmettre la maladie. Alors, pour retransmettre la maladie, il faut qu'un moustique vienne le piquer, piquer quelqu'un. Donc, il dit non, le chien est blanchi, il ne peut pas retransmettre la maladie à quelqu'un d'autre quand il est traité. Mais bon, comme ça existe chez d'autres animaux qui ne sont pas traités, voilà. En tout cas, je me suis toujours méfié des moustiques. Il y en a qui font un peu les fanfarons. Mais non, je crains pas, ils ne viennent pas, etc. J'ai toujours dit qu'il fallait quand même, moi, se méfier des moustiques parce que ça va piquer, et ça revient piquer chez vous. Bon, et ça peut être porteur. Je ne sais pas si le docteur Jacques Lacroix est d'accord avec moi, mais je suis méfiant. Oui, on n'a pas, à part ce qu'on disait tout à l'heure sur les moustiques tigres, les moustiques habituels chez nous, Aedes oculex, là, ils ne portent pas grand-chose, pas de maladie particulière. Hormis des réactions. Hormis des réactions allergiques, oui. Alors la leishmaniose, oui, ça peut se transmettre, mais c'est surtout par les moustiques. Pour l'humain, c'est surtout dans les pays tropicaux. Pas tellement chez nous. Et comme chez le chien, donc on a deux formes, une forme viscérale, une forme cutanée. Alors nous, c'était énorme, très très connu dans le sud-est de la France, la leishmaniose chez le chien. C'est là où ma femme a fait des diagnostics parce que c'est courant, hein, toutes les vétos en ont. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de cas humains dans le sud-est. Bon, maintenant, c'est pareil, c'est l'évolution du parasite fait que la maladie va s'étendre. Voilà. Avec le réchauffement climatique. Et quand ça s'étend, on voit que ça s'étend autour d'abord des aéroports.
Et après, ça gagne, parce qu'ils arrivent par avion, évidemment. Bien. Est-ce que nous en avons terminé, cher Doc Veto? Je regarde l'heure, bien évidemment. Je pense, oui. Bon. Je pense qu'on en a terminé. Bon. Eh bien, nous allons remercier la présence du docteur Jacques-Michel Lacroix dans cette émission exceptionnelle. Et puis, Doc Veto, on se retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle émission. Et bien sûr. Bien évidemment. Bon, merci. Vous savez que cette émission, vous pouvez la retrouver sur YouTube, bien évidemment aussi. C'est-à-dire, vous faites CLC Web Radio et vous la retrouvez dans son intégralité sur YouTube. Pensez-y. Allez, à très bientôt, Doc Veto. Au revoir les techniciens, au revoir le caméraman, au revoir Jackie, au revoir Lionel. Au revoir les amis. À bientôt. Au revoir tout le monde.